aujourd'hui, donc je vais commencer quand même à faire la transition entre la préhistoire et l'Antiquité, puisque bien sûr, on n'arrive pas à l'Antiquité tout de suite, hein, mais avec le Castel d'Arrages, on finit à l'âge du bronze, deuxième millénaire avant notre ère, hein, donc 4000 ans à aujourd'hui, donc c'est quand même très très ancien, on a de très très beaux vestiges encore, un peu partout. Et ici, donc on démarre à partir de cette période. Après cette période de l'âge du bronze, qu'est-ce qu'il y a après l'âge du bronze? Donc je vous rappelle les âges des métaux vite fait, hein, moins 3000, l'âge du cuivre ou le chalcolithique. Sur la mer Méditerranée, il se passe énormément de choses. Alors parlons maintenant des Étrusques. Les premiers rois de Rome sont des Étrusques, hein, Tarquin, bon, il y a des noms comme ça qui reviennent. Les Étrusques sont sur la mer aussi. Alors, est-ce qu'il y a des Étrusques en Corse? Alors il y a des gens qui disent non, moi je dis oui, bien sûr qu'il y a des Étrusques en Corse, évidemment qu'il y a des Étrusques en Corse. Et il y a non seulement des Étrusques en Corse, bien avant les Romains, hein, du temps des Grecs. Et là, je pense qu'on est sur un site où il y a eu des gens qui ont habité, donc on va trouver des amphores, on va trouver de la vaisselle. Donc on va demander à Marc-Antoine de chercher. Alors déjà les archéologues ici ils font des carrés comme ça. Voilà, et après ils creusent. Allez, vas-y, creuse. Hop, 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 hop. Allez, ça, ouais, alors vas-y, monte. Attention, là on a trouvé quelque chose. Vas-y, continue. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Attention, donc je vous demande de me dire quel est l'objet le plus important. Montre à tout le monde. L'amphore ou le morceau de vaisselle? Le morceau de vaisselle, bien entendu. Les Romains sont chassés par les Vandales. Alors les Vandales, qui sont ces fameux Vandales? On a dit beaucoup de choses sur les Vandales, des choses vraies, des choses à moitié vraies, des choses tout à fait fausses. En tout cas, c'est un peuple effectivement qui vient du nord, hein, de Germanie, très haut, qui descend et qui envahit un peu partout, hein, l'Afrique du Nord surtout, et qui repart d'Afrique du Nord pour faire des conquêtes en Méditerranée. Ils vont arriver à Aléria, et là, comme disent les jeunes, ils vont mettre la rouste aux Romains. Voilà, donc les Vandales finissent par chasser les Romains d'Aléria. Ils vont jusqu'à Rome quand même, hein, pour le sac de Rome, donc 470 par là. Voilà, c'est la fin de Rome quand même avec les Vandales. Hein. Donc ils ont fait du mal, ils les ont bien dégommés un peu partout. Mais encore, c'est pas parce qu'il n'y a plus de Romains que la vie s'arrête. Peut-être au contraire, je dirais à la limite, les Corses reprennent leur destin en main et petit à petit, alors c'est une période difficile hein, où on a peu de témoignages, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais petit à petit, on va, et ça sera notre prochain arrêt, ce sera l'organisation autour de la féodalité corse avec les seigneurs de Corse. Hein. Donc on était resté au temps des Vandales et donc une période un peu troublée et je vous ai promis qu'on arriverait vers les seigneurs de Corse. C'est quand même une période extrêmement intéressante. Hein. Alors je vais vous simplifier les grandes lignes parce que je vais aller dans le détail sur l'histoire de Bonifacio, l'histoire des tours et tout ça cet après-midi à 16 h. Vous voyez que je prépare, j'en ai pas assez de vous, je veux vous emmener encore dans les autres visites. Hein. Donc voilà, donc les seigneurs de Corse commencent à s'installer dans l'Altaroc en particulier. Hein, au fameux château de Capula. Ceux qui sont allés à Cucuruz, à Lévis, ont connu le château de Capula. Alors comment ça... Il y a un lien entre Bonifacio et le château de Capula. Lequel? C'est qu'un des premiers à s'installer à Bonifacio, c'est bien sûr le comte Boniface. Évidemment, Boniface qui s'installe à Bonifacio. Alors, on ne sait pas trop d'où il vient, on ne sait pas trop qui il est, mais on dit que c'est un comte de Toscane qui s'installe à Bonifacio, qui vient combattre les musulmans, parce qu'on les a oubliés, mais après les Romains, après les Vandales, il y a eu les Sarrasins, mais là, ça serait trop compliqué, ça sera cet après-midi, hein, ça je vous fais court. Donc, les comtes de Corse s'installent, ce comte-là, Boniface, s'installe à Bonifacio, et petit à petit, donc, il s'installe en tant que comte, comment dirais-je, autonome, et petit à petit, c'est le pouvoir de la Toscane, de Pise, qui commence à se répandre, à s'installer en Corse. Donc Pise devient une puissance extrêmement importante sur la Méditerranée. Et c'est donc le pouvoir génois qui va renverser le pouvoir pisan. Hein. Ils vont le renverser tant et si bien qu'à Bonifacio, il ne faut pas oublier qu'en l'année 1190, les Génois mettent dehors
tous les paysans et tous les Corses de Bonifacio et installe une colonie génoise à 100%. C'est-à-dire il n'y a plus un Corse, il n'y a plus un paysan, il n'y a plus rien, il n'y a que des Génois. Donc là, c'est la deuxième occupation de la Corse, un peu violente, un peu brutale, je dirais. Et bien entendu, en face de ça, les Corses résistent, ils s'organisent. Donc là, je vous ai parlé du comte Boniface. Ensuite, il y a dans cette lignée des comtes qu'on appelle les Biancolacci, il y a d'autres comtes dans l'Alta Rocca qui s'organisent et qui résistent. Et donc, il y a la puissance de Gênes fait face à des rébellions, à des résistances très fortes de la part des Corses qui s'organisent avec leurs seigneurs et qui s'allient parfois avec l'Aragon, parfois tout seuls, parfois les uns contre les autres, malheureusement ils s'entretuent, etc. Et souvent contre Gênes. Et donc petit à petit, c'est la féodalité corse qui est très particulière, très particulière, qui ne ressemble pas du tout à la féodalité que l'on trouve en France par exemple à l'époque, mais qui est quand même une sorte de féodalité. Voilà, je ferme la parenthèse, on monte jusqu'à la tour, et là on arrive, et je vais volontairement passer vite sur la période génoise, j'en suis désolé, parce que pourquoi? Parce que ça sera à... Et ils ont bien appris. Mais pourquoi? Parce que maintenant, je voudrais vous parler de l'histoire récente de la tour de Saint-Cyprien, très récente. Déjà, le chemin qu'on a emprunté, on est sur une propriété privée. Vous me direz, ben dites donc, propriété privée. Tout ce domaine-là, jusqu'à Calaros, appartient à une famille qui est descendante d'une famille princière de Rome qui s'appelle les Savelli. Dont, voilà, hein, la famille Savelli, hein, donc, qui habite Porto Vecchio, hein, donc, dont les descendants sont là, et sont toujours propriétaires de tout cet ensemble-là. Et on peut les remercier de ne pas avoir construit des grosses choses, etc., hein, contrairement à d'autres. Voilà. Mais on ferme la parenthèse, mais en tout cas, c'est intéressant. Par contre, la tour appartient à une autre famille. Ah ben, décidément, là, c'est compliqué. Alors, la tour appartient à qui? À la famille Ettori. Donc, les tours ont été édifiées pour lutter contre les invasions des Turcs, hein, etc. Et ils ont été édifiés par les Génois pour installer des garnisons et pour défendre le littoral, pour prévenir et pour répondre aux attaques. On les zappe, les pauvres Génois. Je vous avais annoncé l'Antiquité, je vous fais l'Antiquité et l'époque très récente, exprès, hein, parce que vous allez voir qu'aujourd'hui, on arrive sur une histoire extrêmement sympathique et originale. Il y a le grand hôtel de Calaros que vous voyez si vous vous levez un petit peu, il est juste en dessous. Donc dans cet hôtel, on cherchait un plombier. Sauf que le patron de l'hôtel ne voulait pas employer de Corse. Ah bon? Et pourquoi? Et un monsieur, c'est un personnage haut en couleur, monsieur Dominique Branducci. Est-ce que quelques-uns le connaissent? Parce qu'il est connu. Hein. C'est un poète. Monsieur Dominique Branducci postule pour le poste de plombier. Et on le prend. Mais monsieur Dominique Branducci, il a fait l'armée et il a son caractère. Il est tout petit, mais il ne faut pas lui raconter d'histoire. Donc, dès les premiers jours, il fait connaissance avec le personnel et il y a le bagagiste, qui est un continental, je ne sais pas exactement de quelle région, et qui commence à lui parler un petit peu sèchement et commencer à lancer des blagues sur les Corses, ici et là, machin. Ça commence à chauffer. Et un jour, Guérini, donc la famille Guérini de la pègre corse sur Marseille, est abattu. Et alors le monsieur, qui s'appelle monsieur Long, monsieur René Long, il s'extasie, il dit ah ben enfin un Corse de moins, etc. Alors là, le sang de monsieur Brandouche ne fait qu'un tour. Et ceux qui le connaissent peuvent imaginer la scène. Il dit alors là, tu vas retirer tout de suite ce que tu as dit, etc. Et l'autre, qui est beaucoup plus grand que lui et qui se croit à l'abri de tout, il dit non, de question. Il dit je te préviens, tu as 2 jours pour revenir sur ta parole, dans 2 jours je reviens, si tu n'as pas retiré ce que tu dis, je t'emmène au bateau et tu t'en vas chez toi. Tu rentres à la maison. Il part. Il dit punaise, mais qu'est-ce que j'ai dit maintenant? Qu'est-ce que je fais maintenant, monsieur Branducci? Il est bien embêté. Et il se réfugie dans la tour de Saint-Cyprien. Je vous assure, c'est pas des blagues, c'est marqué là. Hein. C'est un article du journal de 1967. 1967. Monsieur Branducci, il reste ses 2 jours et au bout de 2 jours, donc il s'installe avec son campement, son camping-gaz, sa statue de la Vierge, etc., ses machins, son drapeau corse et son fusil. Et il redescend sur Calaros 2 jours après, il dit maintenant, je ne peux plus reculer. Donc il arrive, il se plante devant le monsieur Long, et il lui dit alors maintenant, tu retires ce que tu as dit? Non. Bam, coup de poing, coup de crosse, du sang partout, oh là là, bon, heureusement le fusil n'était pas chargé,
Monsieur Branducci s'enfuit et il retourne dans la tour de Saint-Cyprien. Quelques jours après, les gendarmes viennent le cueillir. Et je me suis fait raconter par M. Brandou, je vous assure c'est vrai, je lui ai demandé, je lui ai dit mais est-ce qu'on peut parler de votre histoire, parce que je ne veux pas non plus mettre mal à l'aise, mais c'est dans le journal. Et en même temps, lui il en est fier finalement, il ne revient pas sur ce qu'il a fait. Et il me dit, vous vous rendez compte, j'étais là avec mon attirail et tout, et j'ai vu les gendarmes arriver, et ils étaient crevés, et quand il a fallu me descendre dans le panier à salade, ils ne savaient même plus leur chemin. C'est moi qui leur ai montré. Donc voilà. Donc on applaudit M. Brandou, cette belle tour qui reste ce qu'elle est, et qu'on a évoqué.